Patrick, bonjour. Bonjour Vincent. Alors, c'est peu dire que certains grands pays émergents sont en situation de débâcle. On pense à la Turquie, à l'Argentine, le Brésil, l'Inde, l'Afrique du Sud. Et puis, on a également la Chine qui soulève un certain nombre de questions. Est-ce que les émergents constituent un gros risque en 2020? La réponse est ils ne vont pas bien, particulièrement ceux que vous avez mentionnés, j'y reviendrai, avec deux cas très différents, qui sont la Chine et les autres. Mais quand on fait les calculs, ce n'est pas suffisamment gros pour être un gros risque pour l'OCDE, pour la croissance mondiale. Alors peut-être on peut revenir d'abord sur le cas de la liste d'émergents que vous mentionniez. Je ne vais pas rentrer dans le détail de chacun, parce qu'il y a des spécificités, mais il y a quelque chose qui est tout à fait commun, donc à l'Argentine, au Brésil, à l'Afrique du Sud, à la Turquie, à l'Inde. Et ça n'a pas commencé en 2019, ça se redéclenche en 2019. Ça fait 15 ans qu'on voit dans ces pays un problème majeur, qui est que ces pays, pour croître normalement et donc investir normalement, ont besoin d'accumuler de la dette extérieure. C'est des pays qui n'ont pas assez d'épargne pour financer leurs investissements. Donc quand ils sont dans un régime de croissance normale, pour investir, ils s'endettent. Et cette dette extérieure finit par déclencher une crise, qu'on appelle une crise de balance des paiements, qui est qu'ils ont des déficits extérieurs qui, tout d'un coup, ne sont plus finançables parce que les prêteurs refusent de prêter davantage. Ça s'est produit très violemment en 2013-2014, ça s'était amélioré en 2017-2018, et ça recommence en 2019 et maintenant. Et la nature de la crise est très claire. Ces pays, donc, quand ils ont de la croissance, ont des déficits extérieurs chroniques. Et quand les prêteurs décident qu'ils ont assez prêté, la seule solution pour ces pays, c'est de faire disparaître le déficit extérieur. Et pour faire disparaître le déficit extérieur, il faut comprimer la demande intérieure et la croissance avec des taux d'intérêt plus élevés, une politique budgétaire plus restrictive, avec le fait que le taux de change se déprécie et que ceci contracte la demande, puisque tout ce qui est importé devient plus cher. Et c'est exactement ce qu'on observe dans les 5 pays que vous avez mentionnés. Cette crise, évidemment, dure tant que le déficit extérieur n'a pas été supprimé. Aujourd'hui, en Turquie, on est repassé à un excédent extérieur tellement la crise a été profonde en 2018 et 2019. Donc on voit en 2020 la Turquie commencer à s'améliorer. À sortir la tête de l'eau. Oui, mais Brésil-Inde, c'est l'inverse. Il y a un énorme déficit extérieur qui est de 4% du PIB au Brésil, qui est d'un peu plus de 2% du PIB en Inde. Et là, on voit que la dérivée est vraiment négative. Dans les deux cas, les productions industrielles chutent et on voit qu'on est bien dans cette logique de contraction de l'activité. Mais alors pourquoi aujourd'hui, ça ne nous entraînerait pas dans la panade comme ça a pu le faire autrefois? Oui, alors, il faut, si on prend ces 5 pays, on peut faire un calcul en gros. Les importations de ces 5 pays, dans ce processus de contraction, juste une note de bas de page, c'est exactement ce qui s'est passé en Espagne, en Italie, au Portugal, en Grèce dans les années 2013-14. C'est-à-dire la contraction de l'activité qui fait disparaître le déficit extérieur. Donc c'est pas uniquement les émergents qui subissent ça, mais en 2019-2020, ce sont les émergents. Les importations de ces pays vont baisser d'à peu près 20% dans ce processus de contraction. C'est considérable. Et ça fait 0,15% du PIB de l'OCDE. Donc, alors, il faut relativiser. Oui, alors c'est visible, 0,15% du PIB. On va perdre 0,15% du PIB. Nos exportations vers ces pays baissant de 20%, c'est pas non plus un énorme choc. C'est à la limite presque de l'imprécision statistique. Mais ça pose une autre question profonde sur l'économie des émergents et la croissance. C'est que même si on est dans des économies très ouvertes, très intégrées, avec beaucoup de circulation des capitaux, on ne peut pas financer durablement sa croissance en s'endettant. C'est-à-dire qu'à un certain moment, les pays émergents qui vont bien, c'est ceux qui arrivent à financer leur développement avec leur épargne domestique. Et là, par exemple, l'Asie du Sud-Est. Pays comme la Thaïlande, l'Indonésie, les Philippines, la Malaisie, qui ont des excédents extérieurs. La Corée, oui, donc ça fait comme une grosse distinction entre les émergents qui ont des croissances assez régulières, qui échappent aux crises, mais qui sont des émergents capables de financer leur développement, et les émergents qui doivent s'endetter pour financer leur développement. Là, on a parlé des 5 cas un peu préoccupants, mais vous avez bien fait le distinguo avec la Chine, qui soulève, je le disais en introduction, aussi un certain nombre de questions. Parce qu'on peut se demander si le ralentissement y est si bien maîtrisé que ça.
Alors, il y a une partie du ralentissement qui est maîtrisée. On peut faire semblant de croire les chiffres officiels du PIB chinois, et qui sont difficiles à vérifier, ils sont sans doute faux, mais bon. Et on voit qu'on se dirige vers un taux de croissance progressivement qui va aller vers 5%, hein, sans doute cette année, un peu plus de 5,5%. De toute façon, la croissance potentielle de la Chine, quand vous regardez la démographie qui devient défavorable, parce que l'enfant unique commence à réduire la population active et les gains de productivité, elle est plutôt de 4,5%. Hein, et donc, on va progressivement vers une croissance plus faible. Ça, c'est assez bien maîtrisé parce que c'est le grand changement du modèle chinois qui était un pays qu'on appelle mercantiliste, hein, c'est-à-dire la croissance venait de la capacité à exporter, à gagner des parts de marché à l'export en n'étant pas cher, en ayant une monnaie faible. Et ça, c'est fini. Hein. Les exportations de la Chine, aujourd'hui, c'est 20% du PIB. Celle de la France, c'est plus de 30%. Hein. Donc la Chine est devenue une économie assez fermée en réalité. Hein. Et ce qui tire la croissance chinoise, c'est la demande intérieure de services, hein, et même pas de produits industriels. C'est les services à la personne, le tourisme, le transport, la distribution, et les ventes de voitures sont en contraction, la construction de logements est en contraction, l'électroménager est en contraction, l'investissement des entreprises est en contraction, et les services croissent de 7% par an. Donc ça validerait plutôt la thèse qui était celle formulée il y a quelques années de la transition vers d'une économie tournée vers l'investissement à une économie de services et de consommation. Domestique, de services. Et c'est ce que Xi Jinping appelle aussi une économie plus saine, où il y a moins d'industrie, moins de pollution, une montée en gamme qui est impressionnante. Hein. On a quand même, les dépenses de recherche-développement de la Chine ont explosé, la robotisation. Donc ça, c'est la partie contrôlée, normale et pas très inquiétante, même si c'est dur. Il y a un ajustement de l'emploi qui est extrêmement violent. Les gens perdent leur emploi dans la vieille industrie, il faut qu'ils retrouvent un emploi dans les services, tout ça, c'est compliqué, mais ça se fait. Ce qui est beaucoup plus grave, à mon avis, et qui explique une partie non maîtrisée du problème chinois, c'est ce qui se passe avec la solvabilité des entreprises. Qu'est-ce qui se passe en Chine ? Vieillissement démographique. Et comme il y a le vieillissement démographique, on a une baisse de la population en âge de travailler, qui diminue maintenant, hein, avec les effets de l'enfant unique. Et ceci provoque une hausse extraordinairement rapide des salaires. Les entreprises ont beaucoup de mal à recruter, et puis les gens changent d'entreprise tout le temps, hein, il y a un turnover incroyable. Les salaires en 2019 ont augmenté de presque 12% sur l'année en Chine. La productivité est à 4, donc 12 moins 4 égale en gros 8, hein, donc les coûts de production des entreprises ont augmenté de 8% par an. Et les prix ont augmenté de 2. Si vous enlevez les prix de l'agriculture, vous savez, il y a la crise du cochon. Bon. Et donc si des entreprises industrielles ou de services sont confrontées à des coûts qui augmentent de 8% par an et des prix qui augmentent de 2, vous voyez qu'il y a un énorme problème de marge. Et on a un écrasement incroyable des marges bénéficiaires des entreprises chinoises qui crée une énorme détérioration de leur solidité financière. Quand vous regardez les données de la COFAS ou de l'RRMS, par exemple sur les incidents de paiement sur les crédits internationaux, c'est impressionnant, ça triple en quelques années, ça monte verticalement depuis 2 ans. Et donc on a une énorme dégradation de la santé financière des entreprises en Chine. Alors, est-ce que ça peut provoquer un effet boule de neige ? C'est déjà le cas. Les importations de la Chine baissent maintenant depuis 2017. Donc on a l'effet sur la... Il faut comprendre qu'on fait parfois des calculs un peu mécaniques. Donc on dit la Chine, c'est 20% du PIB mondial en parité de pouvoir d'achat. La Chine croît de 6% par an, donc 20% de 6. La Chine contribue à 1,2 point de la croissance mondiale qui est à 3. Ce calcul, il est complètement arithmétique, mais il est complètement faux. Parce qu'en réalité, la croissance chinoise n'a plus aucun effet positif sur la croissance mondiale. Les importations de la Chine en volume ont baissé de 2% en un an. Donc la Chine, en réalité, freine déjà depuis plusieurs années la croissance du reste du monde. Et ça, c'est l'effet de la partie 1, c'est le changement de modèle. Quand vous passez la consommation de services, ça ne fait pas beaucoup d'importations par rapport à un modèle beaucoup plus industriel ou exportateur qu'avait la Chine avant. Donc l'effet négatif sur l'économie mondiale de la Chine, il est gros. Hein. Faites à nouveau un calcul simple. Les importations de la Chine augmentaient de 10% par an en volume. Maintenant, elles baissent de 2, donc on a perdu 12. Hein, et c'est 14% du commerce mondial. Donc on a perdu 12% de 14. 12% de 14, ça fait à peu près 2 points. Et bizarrement, le commerce mondial a ralenti de 2 points.
Donc en fait, la totalité du ralentissement du commerce mondial, c'est la chute des importations de la Chine. Ça n'a rien à voir avec les droits de douane de Donald Trump ou le commerce. C'est juste que la Chine devient cette économie domestique de services. Alors, je vois un certain nombre de scénarios passés, c'est le début d'année, hein, c'est le marronnier classique. Et dans certains d'entre eux, je ne dis pas que ce soit le vôtre, hein, mais la Chine est un facteur clé. En gros, ce qui est avancé comme thèse, c'est le ralentissement industriel qui a affecté tout le monde, mais notamment la Chine, avec aussi une forte contraction de la demande d'automobiles, etc. Bon, là, on arrive au bout, et là, ça va repartir. Et la Chine peut constituer finalement une des bonnes surprises qui alimente la montée du prix des actifs boursiers, par exemple. Moi, je n'y crois pas tellement. Non, effectivement, la Chine, c'est quand même une économie très contrôlée. Et donc, comme il y a cet énorme ralentissement de la demande intérieure, le gouvernement chinois augmente le déficit public, fait des dépenses d'infrastructures, fait une politique monétaire continuellement plus expansionniste. On apprend sans arrêt des baisses de taux d'intérêt, des baisses de taux de réserve obligatoires. Donc, le crédit continue à augmenter, mais c'est très défensif. Moi, je crois que le changement de modèle, il est irréversible. Donc, la Chine devient cette économie de consommation de services. Donc je ne crois pas que la Chine redevienne un moteur de la croissance mondiale. Je pense que la Chine va rester avec une influence très faible en réalité sur la croissance mondiale. Donc ce que vous êtes en train de nous dire, pour résumer, Patrick, c'est que les émergents ont des problèmes, mais il ne faut pas qu'on surestime l'impact de ces problèmes pour le reste du monde. Sur les 5 grands émergents dont on parlait au début, le problème n'est pas d'une taille colossale. Il y en a certains, comme l'Argentine ou la Turquie, qui s'améliorent parce qu'ils ont fait leur ajustement de commerce extérieur l'année dernière. Hein, donc, ils seront cette année dans une situation de redressement. Il y en a d'autres, comme l'Inde ou sur le Brésil, on peut être plus... Et la Chine, à nouveau, c'est pas nouveau. Hein, ça fait 3 ans maintenant que la contribution de la Chine à la croissance mondiale, si on la calcule en regardant les importations de la Chine, est négative. Donc ce n'est pas une nouveauté, le fait que la Chine ne contribue plus à la croissance mondiale, et ça ne va pas se dégrader, effectivement. Hein. Donc en termes nets, le gros effet négatif des émergents sur la croissance mondiale, c'est 2018-2019. Vous avez raison qu'en 2020, c'est un peu moins. Simplement, à nouveau, ça ne va pas devenir un moteur non plus. Hein. C'est que juste on sort du pire du trou, quoi. Hein. Mais les émergents ne sont plus structurellement un moteur de la croissance mondiale. Alors, on n'a pas parlé de tous les émergents. Il ne faut pas oublier qu'il y a... On parlait de l'Asie du Sud-Est, par exemple. Et là, vous avez un pôle d'émergents. On pose souvent la question qui est le suivant après la Chine. Hein, la Chine n'est plus le moteur de la croissance mondiale. Quel émergent devient le moteur de la croissance mondiale? En général, la question posée, c'est est-ce que ça sera l'Afrique ou l'Inde? Je pense que ça ne sera ni l'Afrique ni l'Inde, et je pense que ça va être l'Asie du Sud-Est, qui est énorme. Hein, quand vous faites Indonésie, plus Malaisie, plus Vietnam, plus Cambodge, plus Philippines, etc. C'est une très très grosse zone, à 5-6% de croissance, très régulière, avec énormément d'améliorations structurelles sur le système éducatif, sur les infrastructures, avec des coûts salariaux extrêmement faibles. Honnêtement, c'est plutôt ça le moteur suivant de la croissance mondiale. Ça va faire l'objet d'une prochaine émission, parce que je pense qu'il faudra développer. En tout cas, Patrick, merci. Merci, Vincent.